Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'astrologie spéciale sur un sujet qui pour moi correspond au mystère de l'astrologie. Donc, souvent, je reçois des questions ou des commentaires souvent qui disent que on ne comprend pas les capsules, disons pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les symboles de l'astrologie. Souvent, il y en a qui vont dire on ne comprend pas, c'est pas assez clair, tu mentionnes que les planètes, que les aspects, des choses comme ça, et on n'arrive pas à suivre, on a un peu de misère à comprendre, etc. Bon, premièrement, par rapport à ce sujet-là, c'est un sujet extrêmement intéressant, le sujet de l'incompréhension en astrologie. Pour moi, première chose, c'est que l'astrologie, c'est un monde très très grand qui nous dépasse, mais de beaucoup. En fait, qui dépasse tout le monde. Même les astrologues sont dépassés par l'astrologie. Pourquoi? Parce que les symboles qu'il y a dans l'astrologie sont extrêmement grands. C'est une science qui est vraiment large, très 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 grande, vraiment plus qu'on peut l'imaginer. Et surtout, pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en astrologie, ils ont de la difficulté à être capable de s'imaginer à quel point l'astrologie dépasse tout le monde, à quel point c'est grand, à quel point même si ça fait 20 ans, 50 ans, 70 ans qu'on l'étudie, eh bien toujours, on n'aura pas encore une compréhension totale de l'astrologie parce que les symboles qu'elle utilise dépassent, il y a certains en tout cas des symboles qui sont utilisés qui dépassent complètement notre conscience. Ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement incompréhensibles, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut toujours aller chercher plus loin dans ces symboles-là, et qu'on peut toujours avoir accès à une interprétation qui va aller au-delà de celle qu'on va chercher aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une autre chose que je voulais dire par rapport à ce genre de commentaire, parce que si on reçoit le commentaire que on ne comprend pas dans une certaine capsule, ça veut aussi dire que dans d'autres capsules, on a l'impression de comprendre, ou avec d'autres astrologues, d'autres personnes. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir le nombre d'approches différentes qu'il y a en astrologie. Et moi, il y a une première chose, il y a un premier cliché sur lequel j'aimerais beaucoup travailler, à replacer certaines notions. C'est simplement le cliché que on va réduire en fait le nombre de symboles en astrologie beaucoup par une certaine façon de l'envisager, d'apprendre à la connaître. Et une de ces façons les plus classiques, c'est qu'on va réduire beaucoup les signes astrologiques à la planète qui les gouverne. Il y a une façon d'apprendre l'astrologie, de se rappeler des choses qui correspond exactement à ça, où on va connaître un signe, mais principalement par rapport à la planète qui va gouverner ce signe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Moi, j'ai souvent vu, même des astrologues, là, qui vont dire, oui, le bélier, et là, ils vont parler du bélier. Et en réalité, quand ils vont décrire le bélier, on va surtout sentir qu'ils sont en train de décrire Mars, en fait, qui gouverne le signe du bélier. Et on sent souvent ça. On sent souvent que les astrologues vont décrire les signes, mais simplement en parlant de la planète qui va gouverner ce signe. Et du coup, ça fait que le nombre de symboles est réduit énormément. Parce qu'on n'aura pas vraiment une compréhension pleine, en tout cas en croissance, ça veut dire en développement, parce qu'évidemment, elle est rarement complète, d'un symbole, ça veut dire des symboles, des signes. On va plutôt les limiter à la compréhension de la planète qui la gouverne. Et ça, c'est une limitation gigantesque du monde de l'astrologie, parce qu'on passe à, on avait les planètes et les luminaires, bon, ça dépend exactement qu'est-ce qu'on inclut dans ça, mais disons, on a une dizaine de symboles avec les planètes et les luminaires, pour faire grosso modo, et on a aussi une douzaine de signes, et si on additionne tout ça, normalement, on arrive à 22 symboles. Mais comme souvent, on va caler les planètes et les luminaires sur les signes, ben finalement, dans la compréhension totale, on réduit, on reste à 10. Et finalement, le 12, on ne le touche pas tellement. Donc, ça fait qu'il y a une douzaine de symboles qu'on échappe comme ça dans le vide. Et donc, déjà, ça, c'est bien triste. Ensuite, il va y avoir la même chose. Et juste, petite parenthèse quand même, sur les signes,
Les signes, ce sont des choses gigantesques, hein, qui se creusent, mais à l'infini. C'est très, très, très grand. Dans certaines capsules, j'avais mentionné que, surtout en astrologie tropicale, on indique que les signes astrologiques ne correspondent pas aux constellations d'étoiles dans le ciel qui portent le même nom que les signes astrologiques. Il n'y a aucune correspondance. Ce sont des endroits, les signes astrologiques sont des espaces, on va dire, virtuels, qui correspondent vraiment à un douzième de toutes les étoiles. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui pratiquent l'astrologie tropicale. Hein. Y en a qui se cachent un peu de ce sujet, qui n'aiment pas en parler parce qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise, mais c'est un sujet qui se comprend, qui s'explique très très bien et qui a ses symboles derrière. J'en avais parlé dans une capsule il y a un petit bout de temps. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, mais il s'agit simplement de bien le comprendre. Donc, un signe astrologique, comme c'est un douzième de tout le cosmos, ça veut dire un douzième de toutes les étoiles qui existent dans l'univers entier, eh bien, c'est gigantesque. Et ça ne se limite pas à certaines tendances humaines très très petites. Un signe astrologique, c'est quelque chose de gigantesque. Et ensuite, il y a une autre habitude dans la compréhension de l'astrologie qui fait souvent qu'on ne comprend pas. C'est qu'on va interpréter souvent les maisons astrologiques avec leur signe qui leur correspond. L'exemple classique, la maison 1 va correspondre au signe du bélier. La maison 7 va correspondre au signe de la balance. Hein? Cette suite-là, on va caler les signes sur les maisons et beaucoup d'astrologues ou de personnes qui travaillent en astrologie vont utiliser simplement ce lien-là pour arriver à comprendre une maison. Et comme ils avaient déjà d'avance basé leur compréhension des signes sur la compréhension des planètes, eh bien, on était supposé avoir 10 planètes luminaires environ, dépendamment de ce qu'on inclut. 10 planètes luminaires, 12 signes, plus 12 maisons, ce qui nous amène ce qui nous amène à 34 symboles déjà dans cet ensemble-là. Et comme on a réduit notre compréhension parce qu'on ne fait que refléter certains symboles sur les autres, eh bien on réduit, on ne reste qu'à 10 luminaires et planètes, disons. Et donc, c'est comme si notre accès aux signes et aux maisons, très souvent, hein, pour beaucoup d'astrologues, ce n'est pas approfondi. Et franchement, moi, j'invite tous les astrologues à se regarder réellement et à peser un petit peu ces notions-là. Vous allez voir si vous connaissez ou pas. Très souvent, si vous regardez cette question, vous allez voir que si on creuse un tout petit peu, il y a beaucoup qui sont très limités dans ce sens et qui n'ont pas un accès très grand à chacun de ces symboles, sachant que chacun de ces symboles mérite d'être développé énormément. Donc là, vous voyez que l'astrologie, déjà, il y a au moins 30 à 35 symboles extrêmement importants et clés que si on n'a pas ces symboles-là, déjà, on a accès à presque rien. Après, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Il y a les aspects, les carrés, les oppositions, les conjonctions, etc., etc. Et ça, il y a encore tout ça qui s'ajoute. Et ensuite, il y a l'interaction de tous ces symboles-là les uns avec les autres. Donc, vous voyez que l'astrologie, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Hein? Plusieurs, parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne se donnent pas en tout cas le temps et l'exploration intérieure pour arriver à bien comprendre chacun de ces symboles. Donc, ils vont réduire à moins de symboles. Et là, ça fait des interprétations plus rapides. Moi, j'appelle ça bon marché. Ça veut dire une interprétation vraiment simple qui va très peu loin, on va dire. Parce que dans le fond, c'est le même symbole qui vont coller sur un autre. Et là, c'est comme le même symbole qui ressort. Donc, ça fait certains types d'interprétations. Bon, tout ça pour dire que c'est normal en fait que l'astrologie, on ne comprenne pas tout à fait. Et quand certains astrologues vont utiliser des choses qui vont sembler à la portée de tous, hein, des choses qui vont être compréhensibles pour tous. Eh bien ça, c'est une bonne chose parce que ça rend l'astrologie, on va dire, accessible à chacun. Cependant, très souvent, ça donne une compréhension de l'astrologie aux gens en général qui est très petite, en fait. Hein? Parce que si on s'imagine que les aspects qui ont été mentionnés ne parlent que des choses qui ont été nommées par n'importe quel astrologue, eh bien, on se trompe grandement. Chaque interprétation astrologique va être limitée à un certain degré, c'est évident. Les miennes incluant tout le monde. Chaque interprétation astrologique, du moment qu'on va mettre des mots à ces symboles, on va limiter
l'aspect astrologique en question, on va le limiter. Parce qu'on va essayer de le comprendre, donc on va réduire le symbole, on va faire résonner certaines parties de ce symbole, et on va arriver à une certaine compréhension. Donc, il y a des astrologues qui vont vraiment mettre des mots très, très, très près du public, très près, on va dire, quand je dis public, là, je parle de les gens en général qui ne connaissent pas l'astrologie du tout. Donc là, on va arriver à une compréhension très, très, on va dire de base. Ça veut dire que les symboles, on les fait résonner, mais ça donne une compréhension très très petite, vraiment très petite, et qui anime à peine les symboles qui sont en jeu. Et ça, pour un astrologue vraiment qui explore l'astrologie le plus possible dans sa totalité, c'est très difficile à entendre en fait. C'est très pauvre, on va dire, parce que en fait, c'est ça. C'est vraiment c'est triste. Hein? Ça fait comme une astrologie qui se réduit là vraiment une vibration, on va dire une vibration très basse. Alors ça, faut savoir quand même que l'astrologie, elle est grande. Et même s'il y a des astrologues qui vont faire semblant et qui vont faire croire à certaines personnes que l'astrologie, c'est quelque chose d'accessible même. Hein? Juste le fait de dire que c'est accessible, que tout le monde peut comprendre les aspects, etc. Ok, on peut tous comprendre à un certain niveau, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Et le plaisir, ou disons la joie de l'exploration en astrologie, elle se fait plus on monte dans les niveaux de subtilité, de compréhension qui élargit vraiment notre conscience. Pour ça, premièrement, il faut donner une place à chacun des symboles en astrologie. Et quand on fait ça, déjà, on est riche de symboles. Hein? Quand tu as déjà un système à plus de 35 symboles et plus, qui sont vraiment très profonds chacun, qui peuvent être extrêmement approfondis chacun. Et là, c'est vraiment autre chose que le tarot, par exemple. Le tarot qui, oui, lui, a vraiment là des milliers de symboles dans lui. Cependant, les symboles ont une profondeur beaucoup moins accentuée que les symboles en astrologie. C'est pas le même type de symbole du tout, parce que l'astrologie, il y a un ordre qui est placé dessus. Il y a vraiment en astrologie, il y a une structure qui, dans cette structure même, ça veut dire que dans l'interaction entre chacun de ces symboles, donc des planètes, des maisons, des signes astrologiques, dans cette interaction qui est vraiment multiple, il y a beaucoup de niveaux, dans cette interaction-là, il y a un ordre qui est défini et qui vient nous donner beaucoup de lumière et qui donne un poids à chacun de ces symboles-là qui est particulier. En tout cas, c'est pas du tout une compétition là, hein, de différentes sciences, c'est vraiment pas ça l'idée. Ce que je veux dire, c'est que les symboles en astrologie, le niveau d'approfondissement qu'ils méritent est vraiment élevé, est vraiment très grand. Donc, et vraiment, encore une fois, il ne s'agit pas du tout là, de faire une compétition entre les différentes choses, entre les différents astrologues, entre les différentes sciences, on va dire, ésotériques. Le but, c'est vraiment aujourd'hui, c'est de comprendre un tout petit peu pourquoi l'astrologie est difficile d'accès, pourquoi c'est pas si simple de toujours mettre dans des mots accessibles vraiment à tous, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie. Voilà. La raison, c'est celle-là. C'est que premièrement, il faut comprendre la grandeur de l'astrologie. Ça, c'est clé. Et une fois qu'on comprend sa grandeur, nos attentes envers elle ne seront plus les mêmes. On n'aura pas envie d'écouter une capsule d'astrologie simplement pour savoir mais qu'est-ce qui va arriver pendant ce mois-là qui s'en vient. Comme si l'astrologie elle avait le devoir de nous prédire qu'est-ce qui allait nous arriver matériellement, physiquement, dans notre vie amoureuse, dans notre vie ci, dans notre vie ça. L'astrologie n'a pas ce devoir-là. L'astrologie n'a jamais pris cet engagement. Sachez que l'esprit de l'astrologie ne s'est jamais engagé à dire ça à qui que ce soit. Juste que ce soit clair une fois pour toutes, ce n'est pas l'engagement de l'astrologie. L'astrologie est là pour répondre au niveau symbolique à la question quand. Mais effectivement, cette question quand est-ce que, effectivement, elle répond à cette question, mais c'est à un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond que cette question en général, à laquelle on s'attend de l'astrologie. Qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine? Est-ce que je devrais rester à la maison parce qu'il y a des dangers? Je ne sais pas, n'importe quelle chose là. Ce n'est pas ça l'engagement de l'astrologie. L'astrologie ne s'est jamais engagée à répondre à une question
de l'être humain. Ce n'est pas l'engagement de l'astrologie, ça le tarot le fait. Le tarot, lui, ça c'est un engagement qu'il a pris à répondre aux questions de l'être humain et de les amener dans un approfondissement plus grand. Ça, lui, il a pris cet engagement et c'est vrai. Cependant, pour l'astrologie, ce n'est pas l'engagement de l'astrologie. L'astrologie, son engagement est de nous faire voir, à vraiment agrandir nos horizons, cette compréhension des symboles de la vie, de l'être humain, comment il fonctionne, toutes sortes de choses, mais c'est un langage qui nous explique la vie, qui nous explique vraiment tout ça, et dans lequel il y a cette question, effectivement, de quand est-ce que les choses arrivent, quand est-ce qu'il y a telle connexion, telles énergies, je dis énergie, je sais que c'est un peu vaste, un peu vague comme mot, mais quelles énergies, quelles forces, quels symboles vont travailler ensemble, à quel moment dans ce grand déroulement de la vie, en fait, de toutes ces découvertes qui nous dépassent complètement. Bon, alors là, pour l'instant, peut-être ça semble très flou tout ça. Encore une fois, je suis désolé pour tous ceux qui se sentent un peu perdus dans ça. Mais moi, je voulais vraiment clarifier cette chose, que l'astrologie n'a pas le contrat de dire qu'est-ce qui va vous arriver quand, au niveau des choses, des petites prédictions là, personnelles. Elle n'a pas cet engagement-là. Si des personnes utilisent l'astrologie dans ce sens, c'est leur affaire. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont un peu, je dirais un peu un don, on va dire, de clairvoyance. Et ils vont utiliser l'astrologie dans ce sens eux-mêmes. C'est leur responsabilité. Ils prennent l'astrologie comme un outil et ils l'utilisent dans ce sens pour répondre à une notion un peu commune qui est dans un peu, on va dire, le subconscient de plusieurs personnes qui pensent que l'astrologie doit servir à ça, puisqu'il y a tellement d'exemples qui l'ont glissé dans ce sens. Donc, voilà, tout ça pour dire que l'astrologie est un sujet beaucoup plus grand que ça, et son but n'est pas de prédire les choses qui se passent là dans notre vie, au niveau où notre conscience se trouve nécessairement. La question quand, comment est-ce qu'elle le répond, à quoi l'astrologie répond quand on parle du quand, elle va parler de choses beaucoup plus grandes qui nous dépassent complètement. Imaginez que les 12 symboles des 12 signes du zodiaque représentent un 12e de toutes les étoiles de l'univers, un 12e de tout le cosmos. Et là, on travaille avec un symbole comme ça. Vous pensez vraiment que ce symbole-là va refléter, je ne sais pas moi, va refléter, va miroiter quelque chose qui va vous arriver là, dans votre vie. Là, le fait que, par exemple, vous allez vous séparer, par exemple, d'avec votre conjointe dans 2 mois. Vous pensez vraiment que ce symbole va venir parler de ça? Eh bien non. Ce n'est pas ça l'engagement de l'astrologie. Évidemment qu'on peut réussir à lire des choses, ça peut se miroiter. Certains clairvoyants peuvent arriver en utilisant l'astrologie à faire croire que l'astrologie va répondre à ces questions-là. Et évidemment que parfois, il y a des choses qui vont coordonner, coïncider avec certaines séparations. Hein, on s'entend. Ça n'exclut pas le fait que l'astrologie, dans sa réponse à quand est-ce qu'il va arriver telle influence énergétique, effectivement, ça peut coïncider avec quelque chose qu'on vit dans sa vie personnelle. Tout à fait. Ça n'exclut pas cette possibilité. Cependant, ce n'est pas l'engagement de l'astrologie. Alors moi, je le dis une fois, bon, c'est pas une fois pour toutes, il faut répéter ces choses-là incessamment, hein, tout le temps. Mais je voulais vraiment quand même qu'il y ait une certaine clarté dans ça. Pourquoi? Parce que quand j'entends quelqu'un qui me dit « ce n'est pas clair, je ne comprends pas ce que tu as dit dans ta capsule, ce n'est pas accessible, c'est juste accessible aux astrologues », eh bien, pour moi, c'est parce que la personne écoute. Je sais que ce n'est pas nécessairement si facile à comprendre. Cependant, très souvent, je crois que si la personne écouterait, je dirais de la bonne façon, mais dans le sens sans ce préavis, cette vision que l'astrologie doit répondre à une attente très précise et très, très limitée d'un vécu humain très petit, si on écoute avec cette attente-là, eh bien, je suis très content presque que ce soit inaccessible. Parce que le travail en astrologie, en tout cas celui que moi je travaille avec,
ne correspond pas à cette réponse attendue là, de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que... ce genre de sujet-là. Donc moi, effectivement, ça ne correspond pas. Donc presque je suis content quand j'entends quelqu'un qui me dit ça. Donc, la première chose, si vous ne comprenez pas les capsules d'astrologie, la première chose à faire, vérifiez qu'est-ce que vous essayez de comprendre. Vérifiez vos sensors, là, ce que vous essayez de comprendre, de détecter, ce à quoi vous connectez votre intelligence, à quoi ça correspond. Vérifiez quelles sont vos attentes de compréhension. Et là, et c'est là que le monde de l'astrologie peut s'ouvrir. Si vous réalisez à quel point c'est grand, eh bien, là, vous allez avoir une certaine ouverture et doucement, cette compréhension-là va se glisser en vous et vous allez apprendre, vous allez raisonner avec les notions qui sont données et ce monde de l'astrologie va doucement s'ouvrir. Mais ça prend vraiment du temps, hein? Ça prend beaucoup d'années de travail, de se concentrer sur ces notions et ça prend un respect. Il faut surtout savoir où on s'en va avec cette compréhension-là. On ne s'en va pas à arriver à prédire l'avenir d'un tel, un tel, un tel, un tel. Ce n'est pas l'engagement de l'astrologie de prédire ces petits avenirs humains. L'engagement de l'astrologie, c'est de nous amener à une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, qui va nous faire dépasser les limites dans lesquelles nous sommes en ce moment. Pensez simplement à ces fameux symboles, les 12 signes, à quel point ils sont grands. Les 12 planètes aussi, c'est quelque chose de très grand, moins que les signes, mais quand même. Et les maisons aussi, c'est quelque chose en général qui va dépasser quand même une bonne partie de notre conscience. Donc, voilà, beaucoup de mots simplement pour dire que dans notre écoute, ce qui est très important, c'est de placer ces choses. Et il faut se méfier aussi de tout, ben, vous savez très bien, hein, tous les horoscopes qui sont dans les journaux, certaines versions en fait de personnes qui parlent d'astrologie, mais qui est vraiment axé dans ce style un peu horoscope de journaux, là, ça vient, pour moi, en fait, ça vient complètement détruire le monde de l'astrologie et je trouve ça vraiment, c'est pas souffrant, là, mais je veux dire, je ne vais pas souffrir à cause de ça, sauf que c'est très triste. Moi, quand je vois ça, j'ai envie d'y mettre le feu à ça, hein, honnêtement, personnellement, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. C'est un peu un non-sens, c'est quelque chose de lourd qui vient ternir énormément, en fait, le travail possible de faire avec l'astrologie, qui va beaucoup plus loin que ce genre de notions. Et le gros problème avec ces notions, hein, comme les horoscopes de journaux, etc., je dis ça comme ça, horoscopes de journaux, peut-être qu'il y en a qui font un travail magnifique avec ça, c'est peut-être possible. Moi, personnellement, j'en ai pas encore vu, par contre. En tout cas, dans ce travail-là, bon, je dis travail, c'est déjà généreux, mais dans ça, en tout cas, ce qui est vraiment dommageable, c'est que ça vient placer comme vision des gens cette attente que l'astrologie va répondre à ce genre de questionnements qui sont inscrits dans les horoscopes de journaux. Alors ça, vraiment, vraiment, c'est à bannir, c'est à brûler ces choses-là. Vraiment, c'est à transformer, mais complètement. Parce que ça réduit l'astrologie, mais d'une façon là, qui fait, moi en tout cas, qui est difficile parce que quand on donne des notions en astrologie, évidemment, il y a quelque chose qui passe, il y a un éclaircissement qui se fait des gens en soi-même, mais aussi c'est relié à l'auditoire, c'est relié à la personne qui écoute, c'est relié, il y a toujours une combine, il y a toujours une chimie qui se fait entre l'astrologue et entre la personne qui écoute. Et ça, c'est important et moi, je trouve ça vraiment clé de travailler sur l'ensemble des gens qui écoutent, qui s'intéressent à l'astrologie. Pour moi, c'est super précieux parce que cette force humaine qui s'intéresse à l'astrologie, que j'aime beaucoup, puis moi j'ai un grand respect pour tous les gens qui s'y intéressent, il faut lui donner un soin, il faut s'en occuper, il faut donner un peu des critères de comment s'intéresser à l'astrologie, parce que c'est cette écoute qui fait en sorte que les astrologues eux-mêmes vont être en mesure de capter des choses qui sont réellement intéressantes et non simplement des bribes de petites choses là, avec des mots communs là, de choses qui se passent dans nos vies, mais qui nous intéressent à peine en réalité. Si on pense vraiment à ce qui nous anime, c'est voilà. Bon, donc voilà. C'était quelques mots pour décrire un petit peu ça et pour
donner un peu une idée de cette suite là, de ce sens par rapport à l'astrologie, je voulais mentionner une vision, en tout cas, des maisons 7, 8 et 9 qui forment en fait tout un quadrant. Donc, à partir donc de l'horizontale, la maison 7 qui ouvre toute une moitié, donc toute la partie supérieure en fait de la roue astrologique. Donc là, on est dans les maisons. Les maisons, on sait que les maisons correspondent à des espaces intérieurs et touchent l'être humain. Hein. Les maisons sont déterminées. C'est là que l'heure de naissance est tellement clé. C'est pour les maisons astrologiques. Et le lieu de naissance aussi, c'est surtout là qu'on a vraiment besoin de la précision comme ça du lieu et de l'heure précise. C'est beaucoup, beaucoup pour les maisons astrologiques. Et donc, ça nous montre que les maisons astrologiques parlent d'une réalité très humaine, qui n'est pas là reliée à toutes ces étoiles dans le cosmos, qui dépassent la réalité humaine. Hein. C'est pour ça que je dis que les symboles en astrologie dépassent notre conscience, parce que un douzième, là on parle des signes astrologiques, un douzième de toutes les étoiles, de tous les corps stellaires de l'univers, ça dépasse de très loin la réalité humaine. Juste, je le dis comme ça pour qu'on ait un peu, quand même, pour placer les choses. Alors que quand on pense aux maisons astrologiques, ben déjà les planètes, ça nous dépasse, hein, parce qu'ils sont même pas sur Terre. Ils sont dans notre système solaire, mais ça dépasse complètement déjà notre conscience. Et par contre, les maisons astrologiques, là, on parle vraiment du vécu de l'être humain sur Terre. Et là, vraiment, on s'adresse à ça. On s'adresse à quelque chose qui est plus accessible à nous. Et malgré que ce soit plus accessible, nous ne sommes même pas là dans les petites pécadilles du quotidien. Hein. C'est malgré tout des symboles qui sont là pour placer une compréhension de qu'est-ce que l'être humain. Donc, c'est quand même des symboles qui vont loin. Donc, voilà. Ces fameuses maisons 7, 8 et 9 ont un rôle extrêmement important. Et elle parle de cette ouverture à l'autre. La maison 7, c'est celle qui nous ouvre à l'autre. C'est là qu'on commence à apprendre à connaître l'autre et même c'est celle qui va faire qu'on a un engagement à l'autre. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui vont parler, qui vont décrire la connexion des êtres humains entre eux. Même la maison 3, bien avant la maison 7, elle parle de cette connexion qui va beaucoup ressembler. Bon, bien sûr, c'est un niveau un peu bas là, de ça, là, mais ça va quand même bien décrire, et puis beaucoup on peut comprendre ça, c'est les fameux réseaux sociaux. On va être très près de la maison 3, c'est ce côté horizontal. On va apprendre à connaître beaucoup de gens, on a accès à plein de choses au niveau horizontal, on s'étend, on va toucher beaucoup de personnes, mais on n'est pas très très en profondeur et souvent très peu engagé. Les réseaux sociaux font ça, vont toucher très large, mais le niveau d'engagement est léger si on reste à cette couche du niveau du réseau social ou de cette fameuse maison 3 qui crée certaines amitiés, mais ce ne sont pas nécessairement des amitiés les plus profondes, il s'agit simplement d'amitié, on s'ouvre aux autres, on apprend à voir qu'il y a d'autres personnes, il y a des amitiés qui se font, il y a des liens comme ça qui se font, ils sont multiples, sont innombrables, il y en a vraiment beaucoup des possibles, et ça correspond vraiment bien à cette idée de réseaux sociaux, c'est vraiment très 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 proche cette notion-là. Après, si on avance bon, en tout cas, je ne vais pas parler de toutes les maisons, là, parce qu'on pourrait parler du côté relationnel sur beaucoup des maisons, mais allons tout de suite à cette maison 7 où, là, oui, on apprend à connaître l'autre, mais dans un engagement. Il y a vraiment un engagement, c'est là qu'il y a les relations de couple, c'est là qu'il y a tout ce vécu. Mais quand je dis relations de couple, il s'agit du vécu de la relation de couple. La maison 7, c'est un espace intérieur avant tout. Hein? C'est pas simplement que, oh, on a quelque chose en maison 7, ça veut dire qu'on va avoir une histoire de couple. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est le ressenti intérieur, c'est cet espace qui se développe lors d'une relation de couple, lors d'un engagement avec un être humain, parce que ça peut aussi être un partenaire de travail. Hein. Ça peut aussi être à ce niveau-là que ça se vit la maison 7. C'est un engagement avec un être humain qui fait que karmiquement, on se lie à cette personne et dans cet engagement-là, on découvre l'autre. Et qu'est-ce qu'on apprend avec la maison 8 qui vient juste après? On apprend que cet engagement-là qu'on a initié avec la maison 7, qu'on a nourri avec la maison 7, où on apprend à découvrir l'autre, en réalité, la maison 8, elle nous montre, la maison 8, c'est très drôle parce qu'elle nous parle d'héritage. Et ça, j'avais fait une capsule sur la maison 8 déjà. Et là, c'est un peu un approfondissement, mais qui inclut la maison 7 et 9.
de cette même capsule de la maison 8. Et donc, dans la maison 8, on a la question d'héritage. Et c'est très particulier. On a aussi la mort, donc le passage dans l'au-delà, mais aussi la question d'héritage. Très particulier que juste après cette idée de cette connexion, cet engagement à l'être humain, avec un autre être humain, on ait l'idée d'héritage. C'est vraiment, voyez comme l'astrologie, là, elle nous enseigne quelque chose, elle nous montre que dans cette suite, juste après l'engagement avec un être humain, mais un vrai engagement comme une relation de couple, par exemple, le mariage est inclus là-dedans, comme un partenaire de travail, mais vraiment partenaire soudé, là. Ça veut dire que les destins sont connectés, là. Eh bien, juste après ça, on a l'idée d'héritage. Pourquoi héritage? Ça, je l'avais mentionné dans la capsule sur la maison 8, un petit peu. C'est que, en réalité, la maison 8 vient nous montrer. La maison 8, c'est le cœur de ce quadrant-là. 7, 8, 9, c'est le milieu de ce morceau. La maison 8 vient nous montrer que cette partie vient nous montrer que cette connaissance de l'autre qu'on a eue dans la maison 7, dans cette relation, en réalité, nous étions en train de se découvrir soi-même. C'est ça l'héritage. C'est que ce qui a été investi, connu, vécu avec l'autre dans la maison 7, avec ce partenaire de vie ou de travail ou autre, avec ce partenaire, tout ce qui a été découvert, vécu, nourri, cet amour qui a eu lieu, toutes ces merveilles qui ont été vécues et aussi ces difficultés, eh bien en fait c'est un reflet de soi-même. La maison 8 nous montre ça, c'est ça l'héritage. Parce qu'après cette relation-là, qu'est-ce qui vient? C'est l'héritage tout de suite. Pourquoi? Parce c'est l'héritage de la relation. Tout le vécu, cet amour qu'on a vécu, on le reçoit en soi, on le prend, il nous revient en fait. Et quand on a un deuil à faire, c'est ça qui se passe. Parce qu'on a perdu une relation, un partenariat, une relation de couple, on a perdu quelque chose. Et là, l'héritage, c'est de recevoir cette partie de nous. C'est pour ça que c'est tellement viscéral et important. C'est pour ça que c'est un tel choc, un tel choc pour notre système quand on se sépare de quelqu'un. C'est parce que c'était avec nous qu'on était connectés avant tout. Parce que c'est notre amour que l'on découvrait à travers cette personne-là. Et le vécu de l'autre, en réalité, est très différent de notre vécu à soi-même. Le vécu de l'autre personne, du partenaire, est complètement différent parce qu'en réalité, à travers l'autre, c'est nous-mêmes qu'on découvre, c'est notre âme sœur, cette fameuse âme sœur, qui n'est pas nécessairement quelqu'un là, de physique. Là. C'est cette âme sœur qu'on découvre à travers l'autre et c'est notre connexion à cette force, c'est notre amour que l'on découvre. Et souvent, on prend pour acquis que l'autre a le même amour que nous-mêmes. Mais pas du tout nécessairement, vraiment pas. En fait, c'est extrêmement rare que ça va être le même amour. Et nous, on s'illusionne, on se dit que oui, et on le prend comme ça, et on rentre dedans, on le vit de cette façon. Quand on est dans la maison 7, dans cette connexion à l'autre, on va s'illusionner que c'est la même énergie, etc. Mais en réalité, c'est ça l'héritage. La maison 8, c'est ça qu'elle nous montre juste après. Elle est là pour nous montrer que toute cette force qu'on a investie dans l'autre, tout ce vécu, cet amour, cette fascination pour l'autre, tout ça, c'est nous-mêmes, on s'est découvert nous-mêmes, mais dans nos plans plus subtils, plus grands. Pas nous-mêmes, nos propres genoux, nos propres bras, nos propres mains, du tout. Non, 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 vraiment pas. C'est pas quelque chose de basique comme ça. C'est soi-même dans notre connexion au spirituel. C'est soi-même dans notre connexion à notre propre âme sœur. Ça veut dire aux choses qui dépassent justement notre petite personnalité, qui dépassent toutes les maisons qu'il y a sous la ligne d'horizon en astrologie, les maisons 1 à 6. Dans la maison 7, à travers l'autre, on connecte avec toutes les parties de nous qui dépassent notre petite personne. Et c'est pour ça que l'amour, c'est pour ça que la maison 7, les relations amoureuses sont si fortes, parce qu'elles ont cette capacité de nous relier avec tout ce qui dépasse notre propre petite personnalité. Voilà. Chose que la maison 3, en passant, clin d'œil, ne fait pas du tout. La maison 3, on reste dans les maisons d'en bas, là, de l'hémisphère du bas, de la roue astrologique. Et donc, on reste que les connexions, par exemple, dans les réseaux sociaux, restent en général sur le plan de la personnalité. Hein. Ça va être les antipathies, sympathies. Est-ce qu'on se correspond, etc. Et ça reste dans cette maison 3. Dans la maison 7, ça va beaucoup plus loin que ça.
mais vraiment beaucoup plus loin. Dans la maison 7, il y a un engagement. C'est ça la différence avec la maison 7. C'est là que le niveau relationnel humain prend une énorme nouvelle signification, celle de l'engagement. C'est pour ça le mariage, le contrat de mariage. C'est qu'il y a un engagement avec cette personne que on se dit oui, je reconnais en cette personne que je peux me découvrir moi-même euh, énormément. Je peux voir tout ce monde spirituel avec cette personne. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un peu... vous voyez à quel point les maisons, c'est grand, là. Donc, dans cette maison 7, dans cette découverte de notre propre côté spirituel, ben spirituel, qui dépasse notre côté de notre petite personnalité, mais c'est de soi-même, hein? Dans cette découverte-là, c'est dans ça que va s'ancrer le mariage, le sens du mariage, de cet engagement avec une autre personne. Il est placé sur cette notion de cette découverte de ce qui dépasse notre propre petite personne à travers l'autre. Et c'est quelque chose de grandiose, de très beau, de vraiment sacré. Puis là, je l'amène jusqu'à un certain niveau, et je pense que vous pressentez tous qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Et on est encore dans les maisons, on n'a même pas touché les signes qui sont encore beaucoup plus grands que ça. Donc vous voyez que juste dans une petite maison, il y a beaucoup de choses qui est cachées. Mais bon, ce n'est qu'un début. Et donc, la maison 8 vient nous montrer ça. Elle, c'est l'héritage. Ça veut dire, elle va montrer que c'est là, par exemple, souvent dans les couples, on va sentir que il y a une limite quand même. Au début, on était tout feu, tout flamme, on avait un amour infini où il n'y avait aucun barrage parce qu'on se rencontrait soi-même à 100%. Mais avec le temps, on rencontre vraiment l'autre. Et là, on voit les limites. Et on voit à quel point le côté spirituel, parfois, ne va pas se refléter dans l'autre. Et là, wow, l'amour est un peu comme remis en question quelque part. Mais en fait, ce qui se passe, la maison 8 est là. Cette remise en question de la maison 8, qui est ce point central de ce fameux quadrant de cette roue, de la maison 7, 8 et 9, eh bien, elle est là, cette maison, pour nous montrer que ce n'est pas l'autre que l'on aime, c'est cette partie spirituelle de soi-même, cette âme sœur, c'est cette partie-là c'est ça que l'on aime et c'est ça notre force. C'est ça qui est tellement spécial dans la maison 8. C'est qu'on prend conscience que l'autre, c'est tout un autre monde. Et c'est là qu'on voit qu'on hérite, on va hériter de toutes ces forces qui sont les nôtres. Tout cet amour qu'on vit dans la maison 7, on se rend compte que c'est notre amour, que c'est la découverte de soi-même, de notre propre amour que nous émanons. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est plus important d'aimer que d'être aimé. Pourquoi? Parce que l'héritage de la maison 8, c'est notre amour à nous. Tout ce que nous, on a aimé, c'est là qu'on le reçoit. Si nous n'aimons pas, mais que les autres nous aiment, on ne développe rien dans la maison 7, mais rien du tout. En fait, il n'y a aucune richesse, il n'y a pas de force, il n'y a rien. Et quand on arrive dans la maison 8, le deuil est un deuil très amer et vide, parce que comme on n'a presque rien investi, ou très peu, eh bien notre héritage, il n'y a presque rien de cette relation. Et ça, c'est vrai. La maison 8 existe si la relation s'arrête, c'est une évidence. Il y a un deuil de la relation à faire et là, on le vit de façon très forte et où il y a de la turbulence et tout. Parce que ça fait un choc de se rendre compte de tout ça, hein, quand même. C'est comme quand on passe dans l'au-delà, ça fait un choc de se rendre compte de la réalité, de quel est en fait notre héritage. L'héritage de la maison 8, quand on passe de l'autre côté, c'est quoi? C'est cette fameuse petite bobine qui se déroule de toute notre vie. Et c'est l'héritage de toutes ces expériences qu'on apporte avec nous et on se rend compte que c'était la découverte de notre propre chemin, de notre âme qu'elle avait tracé pour nous dans cette vie-ci. Donc la maison 8, c'est quand même mystérieux, elle est vraiment grande, elle a vraiment un potentiel très particulier dedans à découvrir ça aussi. Là, vous voyez comme un symbole, on l'ouvre. Parce que là, je pense que vous pressentez tous qu'il y aurait beaucoup plus à voir là-dedans. Mais bon, on va quand même se limiter un petit peu là. Voilà, donc ça c'est la maison 8 qui nous montre, elle est là pour que l'on prenne conscience que c'est notre propre potentiel relié à notre propre amour que l'on a expérimenté dans cette maison 7. Et si la relation continue, c'est la même chose. La maison 8, on la vit quand même. Parce que à travers l'autre, avec le temps, dans la relation, il y a des choses qui vont montrer que l'autre personne elle-même a certaines limites qui ne correspondent pas à l'amour que nous on porte. Et là, c'est là aussi
qu'on se rend compte que l'amour que l'on a, c'est notre amour à nous. C'est une autre façon que la relation continue ou qu'elle s'arrête. Si elle s'arrête, c'est plus drastique et c'est vraiment le moment de vraiment tirer là, des conclusions très fortes. Si elle continue, on le vit en continuant et les deux maisons restent très actives. La 7 continue à être vécue quand même et la 8 aussi s'active après un certain moment. On commence à voir, il y a des fois des conflits, des chicanes. Il y a des couples qui disent on ne s'est jamais chicané. Ok, d'accord, mais il y a quand même des fois des tensions, des choses qui nous choquent, des choses qui nous étonnent. Et là, on se rend compte, on a quand même des opportunités pour voir que, qu'en fait, c'est notre amour que l'on porte. Il nous appartient cet amour-là. Et voilà. Et ça, c'est vrai pour les relations amoureuses, c'est vrai même pour les relations dans le travail. C'est aussi vrai pour les relations, dans toutes les relations où c'est notre propre amour que l'on a découvert avec l'autre. Et en réalité, c'est là pour beaucoup de relations. Ça va même inclure certaines relations familiales. Je le dis comme ça parce que souvent on va dire les relations familiales, c'est la maison 4. Mais non. C'est vrai que les relations familiales, c'est la maison 4, mais en réalité, c'est la réalité intérieure des relations familiales qu'il faut aller voir dans la maison 4. Vous voyez là? Il ne faut pas séparer les choses de façon extérieure comme ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et bon, je ne vais pas approfondir la maison 4 maintenant, on y reviendra une autre fois, mais j'espère que vous comprenez hein, que même ce vécu de la maison 7 peut être vécu aussi dans du familial. Vous voyez ça? Mais il faut que le type de vécu soit celui-là qu'on vient de mentionner. Vous voyez à quoi il doit correspondre, il doit être dans cette ligne-là. C'est bon? Bon. Allons maintenant à la maison 9, parce que là, on a fait 7, 8 et le 9 finalement. La maison 9, elle est celle des, on dit souvent, c'est celle des grands voyages, c'est celle de la maîtrise des choses, parce qu'on va faire les grandes études. Donc, on va arriver à une maîtrise, on va arriver à une étude où on maîtrise vraiment un sujet en profondeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a eu une relation très puissante, où on s'est découvert notre côté spirituel à soi-même, ça veut dire notre côté supérieur, à soi-même à travers l'autre. Et on continue à nourrir ça aussi, si on le peut, si la vie nous en donne l'opportunité. Et dans la maison 8, on se rend compte que cette force-là nous appartient en fait. C'est notre potentiel supérieur à nous que l'on a découvert à travers l'autre. Dans la maison 9, eh ben, c'est le moment où on fait un voyage pour faire des grandes études. Et dans ce, pourquoi un grand voyage? Parce on quitte complètement le relationnel. On quitte tout le relationnel d'avant dans la maison 9. On quitte ce relationnel qui nous tient dans, dans le passé. Dans la maison 9, on nous amène quelque part. C'est pour ça que c'est un grand voyage. On va être dépaysé complètement. Il n'y a plus rien qui va refléter, bon, je vais dire, mais c'est un raccourci, là, mais parce que je ne l'ai pas expliqué, mais qui va refléter les choses de la maison 4, justement, ou les choses de la maison 7. On va dans un endroit qui est un grand voyage, donc on se déracine un tout petit peu des choses qui sont autour de nous pour apprendre à maîtriser, à développer cette fameuse partie supérieure de nous que l'on a contactée dans la maison 7, qu'on a activée dans la maison 7, que l'on s'est approprié dans la maison 8 avec le deuil de cette illusion, plutôt ce vécu que c'est l'autre, que cet amour c'est vraiment l'autre. Voilà. Donc on s'est approprié ça dans la maison 8, et il y en a beaucoup, mais en fait il faut y arriver hein, quand même, c'est un défi. Donc on a ça dans la maison 8, et là dans la 9, on va approfondir ça, et on va arriver à une maîtrise de ça, une libération du poids, on va dire, émotionnel qui nous relie au passé, dans cette compréhension et dans cette découverte de cette réalité supérieure de nous. Donc c'est ça les grandes études. C'est qu'on doit se déconnecter d'un paquet de choses parce qu'il faut qu'on se consacre, qu'on consacre notre être à une étude très grande, très profonde, qui va très loin. On peut connecter cette fameuse maison 9, par exemple, les princes dans certains ou les princes ou d'autres gens vraiment importants, quand ils doivent partir en voyage, être enseignés par un sage pendant, je ne sais pas moi, 10 ans, pour arriver à une certaine maîtrise de certaines choses. Il y a plein d'histoires comme ça où on va partir dans un grand voyage, apprendre, approfondir, maîtriser quelque chose.
Et là, on est vraiment loin du côté émotionnel qui a initié le feu du désir de développer tout son côté supérieur. Et on rentre vraiment dans une consécration à maîtriser cette nature, cette force, cette science. C'est pour ça que toutes les choses qu'on va vraiment approfondir puissamment, qu'on va vraiment aller perfectionner, on parlait d'astrologie justement, hein, la capsule est là pour ça. Quand on parle par exemple d'approfondir l'astrologie, il faut rentrer dans un espace comme ça. Il faut rentrer dans un espace de Maison 9 pour arriver à aller approfondir ça. Parce qu'il faut absolument se connecter à notre nature supérieure. C'est comme quand on fait des stages là, de formation, de choses vraiment intéressantes là, qui vont au-delà des choses un peu normales. Eh bien, quand on fait ça, eh bien, c'est pareil. Il faut se consacrer à une énergie intéressante, à une force supérieure que l'on a. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des études supérieures, la Maison 9. On se consacre à cette étude-là, à cette force-là, que l'on a trouvée avant avec ces relations de la Maison 7, qu'on s'est appropriée en Maison 8, mais là, on va la perfectionner, on va la préparer pour qu'elle puisse être utilisée. Pour qu'elle puisse être utilisée. Pourquoi? Pour la Maison 10 qui vient. Et là, on s'arrête là-dessus, parce que ce n'est pas le but de cette capsule. Mais voyez un petit peu comment la Maison 9 vient nous faire... vraiment, c'est une étude approfondie pour maîtriser notre nature supérieure, pour maîtriser ce qui a été réveillé en nous en Maison 7. On se l'approprie en Maison 8, en Maison 9. On va maîtriser cette force. Et là, on est réellement loin de toutes ces forces émotionnelles qui nous retiennent dans le passé. C'est extrêmement important, tout ça. Si vous pensez, par exemple, à un petit clin d'œil sur Star Wars, la guerre des étoiles, pour les Jedi, justement, c'est très drôle parce que j'ai vu une émission hier. Et donc, pour les Jedi, justement, ce lien émotionnel de la Maison 7, il faut absolument s'approprier cette nature supérieure, disons, à Maison 8, parce que si dans la Maison 9, au moment où ils perfectionnent leur art, ils n'ont pas ce détachement, justement, de tout le passé d'avant, ben là, c'est là qu'il y a des poids qui vont se mettre dedans. On va retomber dans une Maison 8, mais un peu tordue. Et on va retomber dans de la Maison 7 un peu tordue. Et whoop, 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 on recule en arrière et tout se brouille. Et cette Maison 9 ne se développe pas avec son plein potentiel. Et ça, c'est vrai pour qui que ce soit qui veut approfondir une véritable science, qui veut réellement donner son meilleur, utiliser justement sa nature supérieure. Et là, quand je dis nature supérieure, c'est cette force en nous qui est plus grande, qui nous inspire vraiment, qui est capable de déplacer des montagnes, qui peut faire toutes sortes de choses, changer le monde. Bon, les possibilités sont très grandes. Et donc, en tout cas, on sort de nos propres petits besoins soi-même, ce côté un peu avare là, de la nature inférieure, de toutes les maisons 1 à 6. Je ne veux pas être catégorique de façon trop négative sur les maisons de 1 à 6. Ils ont toutes leurs merveilles aussi, sont magnifiques. Hein? Je ne veux pas les diminuer. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que c'est cette force, cette nature supérieure qui se développe, qui se perfectionne dans la Maison 9. Donc voilà, je m'arrête là parce que déjà c'est bien long. Merci beaucoup de cette écoute. J'espère que ça vous apporte certaines précisions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, je vais en faire d'autres, des capsules spéciales pour un peu élargir ce genre de sujet. J'espère que l'astrologie, c'est un petit peu plus clair pour certains. Si vous avez des points de vue là-dessus, n'hésitez pas. Moi, je suis très à l'aise de parler de tout ça. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.